François Descraques, Florent Nora, Mathéo et Steve, ils sont tous là, les visiteurs du futur, pour vous. Alors, prenez un micro. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour Nantes. Bon alors, au programme de cette conférence, beaucoup de nouvelles du coup sur le visiteur du futur. Bien évidemment la saison 4 que tout le monde attend, et ce sera dès le 19 janvier. Absolument, donc ce que vous avez vu là, c'est un condensé des 10 épisodes qu'on va commencer à diffuser le 19 janvier. Donc ce sera sur le site du visiteurfutur.com, sur Frenchner, donc qui est mon blog, sur l'internet en général. Et normalement, tout le monde pourrait y avoir accès, que ce soit les francophones que les non-francophones. Donc beaucoup de nouveautés, on a vu des guests, on a vu... Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, déjà un petit pitch de cette saison 4, un petit résumé? Alors la saison 4, donc c'est vraiment la suite de la saison 3, donc pour l'instant tout va bien, mais c'est vraiment une histoire aussi nouvelle dans laquelle le visiteur et sa bande se retrouvent, on va dire, bloqués dans cette ville de Néo-Versailles, qui est une ville du futur, donc une ville de l'époque du visiteur, et dans laquelle ils vont découvrir plein de nouveaux personnages et essayer de s'en sortir. Donc, je ne peux pas trop en dire plus, hein, malheureusement. D'ailleurs, cette bande-annonce a été un peu dure à monter parce qu'il ne fallait pas tout montrer. C'est très tentant de vouloir en dire trop. Et on a essayé de garder le maximum de surprises quand même pour la sortie. Ok, donc encore beaucoup de surprises. On peut également aussi revenir sur la saison 3, la fin de la saison, parler de la saison que vous avez certainement tous suivi, j'imagine. Vous l'avez suivi? Ouais, c'est ça, vous n'avez pas manqué un épisode. Donc voilà, ce sera également l'occasion de poser beaucoup de questions et puis de revenir un peu sur votre parcours à Avocat, parce qu'il y a aussi plein d'autres projets qui se préparent. Est-ce qu'on peut, voilà, en dire un peu plus? Alors là pour l'instant la prochaine nouveauté même qui est maintenant disponible en précommande, et il se trouve que c'est Noël, donc qui dit Noël dit cadeau de Noël, et donc on a un jeu qui sort, un jeu de société Visiteur du Futur, un vrai jeu, pas juste un jeu de cartes avec la gueule de Florent dessus, oui, un vrai jeu. Et donc vraiment ça a été fait par les équipes d'Ankama en collaboration avec moi-même bien sûr, parce que j'ai dû vraiment vérifier que tout allait bien, et c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment très marrant, ça s'appelle La Relève. C'est disponible, donc là vous pouvez, si vous allez sur frenchstar.com, il y a tout un lien qui explique comment l'avoir. C'est sur le Ankama Shop. Voilà, un cadeau parfait pour Noël, je tiens à dire. Hein. Vous y avez joué, est-ce que vous pouvez en parler? Toi tu sais que tu as trouvé ça dur, non? Absolument pas. On a fait une partie, on est en duo aussi, et on a fait ce des choses. Bien sûr. Il faut dire quand même ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'à la fin on est amené à faire une impro du visiteur du futur pour prédire une catastrophe. Donc ça veut dire qu'il y a un côté un peu théâtre aussi, où vous devez créer à chaque fois votre propre histoire et vous afficher devant vos amis, et ça c'est assez chouette. Alors il y a une subtilité parce qu'en fait, le but du jeu c'est de mettre des éléments d'une prédiction du visiteur en place. Vous ne pouvez pas jouer le visiteur c'est un peu un PNJ qui vous fout dans la merde et qui à chaque fois intervient pour vous donner des bonus ou des malus. Et en gros, quand vous avez tous les éléments de prédiction, donc les lieux, les éléments des personnages, vous créez un scénario, mais si vous êtes un peu timide ou si vous n'avez pas envie de le faire et que vous avez suffisamment de points, vous pouvez obliger un autre mec de la table de faire la prédiction à votre place et s'afficher à votre place. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir la honte. C'est un véritable jeu de rôle, ça se joue à combien? Ça se joue de 2 à 4. 2 à 4 joueurs. D'accord, et donc le but, pour faire simple? Le but, pour faire simple, c'est de récupérer suffisamment d'éléments d'une histoire du visiteur, donc une prédiction, et quand on les a tous mis dans l'ordre, de la raconter, de faire les liens logiques soi-même. Donc c'est un mélange de gestion, on appelle ça de troc, et à la fin, quand on a tous les éléments en place, qu'on a troqué, et ben on fait la prédiction comme le visiteur, et ça peut être bien comme ça peut être nul, mais bon, l'important c'est qu'on s'amuse. Et donc on retrouve beaucoup d'éléments de la série. Est-ce que vous jouez carrément le scénario de la série entre nous, ou c'est un peu que justement, les gens doivent s'approprier, les gens doivent ne pas imiter ce qui a été fait dans la série, mais trouver leur propre histoire, leur propre catastrophe. Il y a des nouvelles catastrophes vraiment marrantes qui ont été créées, etc., exprès pour le jeu. Donc voilà, et on a aussi des cartes bonus. Alors quand on fait des cartes bonus, on a la carte du double, la carte de Riton. La carte de Riton qui t'oblige à faire une mauvaise blague, une blague pourrie. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu pour que les gens participent et
ils mettent d'eux-mêmes dans l'histoire. D'accord, bon donc ça on y reviendra un petit peu plus tard. J'imagine que vous avez plein de questions à leur poser. Du coup, moi je vais partir dans le public. On va démarrer du coup sur la saison 4 d'abord, puisque c'est ça un petit peu la grande nouvelle. Est-ce que vous avez des questions à poser du coup à tous les acteurs de la série? Levez la main, moi j'arrive et je vous donne la parole et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Toi tu es un personnage de Walfo. Excellent. Je voudrais savoir si le jeu est une bêta. Alors il n'est plus une bêta, mais oui, on a beaucoup de bêta dans le jeu. Ouais. Nous, on a joué sur la bêta. Oui, ils ont joué sur la bêta, ouais, avec des fausses cartes dessinées à la main et tout. Donc le jeu maintenant est en alpha. D'autres questions d'abord sur la saison 4. Alors vous êtes loin. Est-ce qu'il y en a d'abord par ici? Je vais me déplacer un petit peu partout. Voilà. Et on va donc enchaîner sur les questions. Pardon, je vous dérange un peu. Pour les questions, c'est par là, sinon c'est bien. Bonjour. Est-ce que tu trouveras le potier dans la saison 4 ou pas? Je ne pense pas, non. Parfois je regarde pour être sûr qu'elle ne s'est pas glissée un peu sans que j'ai fait attention, mais normalement elle n'y est pas. Okay. Mais elle va bien. Mais vous la verrez je pense dans plein d'autres sketchs, dans plein d'autres vidéos. Et Record par exemple? Et Record, elle est dedans, ouais. Quoi? Elle est morte aussi? Ok. Fallait pas le dire ça par contre. C'est un peu le Sean Bean de la web-série française. Merci beaucoup. On va essayer d'éviter de faire du spoil. On en est à la fin de la saison 3. Essayez pas de donner trop d'indications. Oh bah tiens, on a un visiteur aussi qui est là. Ah là. Voilà. Juste avant 2 secondes, je t'interromps. Est-ce qu'il y a d'autres cosplay visiteurs? Je crois que j'en ai vu un par là. Ouais, là, ok, t'es sur scène. Allez. Ouais, bonjour, ça va bien? Très bien. Attends, on a d'autres. Allez-y, montez. Alors là, c'est... Ah oui, d'accord, c'est vraiment la version gender swap. Donc on a 3 filles, on a du Mathéo, du Castafolt et du visiteur. Tu peux passer ou pas? C'est galère. Casse des trucs, écrase des gens. Impose ton style. Voilà. Tu me passes le sac, Cyril? Il y a un escalier sur la droite, c'est plus simple pour vous. Hein. Voilà, ok, donc c'est pas en couille. Voilà. Voilà. C'est le visiteur, comme là. Ah ouais, t'es avec eux? Ok, d'accord. Ok, bah bravo à eux. Hein, Ils sont beaux, on peut les applaudir. Alors, t'avais une question, Louis. Alors on lui simplement me demander qu'est-ce qu'il y aura dans la saison 4, qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans la saison 4. Lucien Le Potier. Ça te paraît évident. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans la saison 4? Le double. Désolé. Ah, oui. Ouais, il est un peu galère. Et on a quand même, dans cette saison 4, en tout, on a 20 personnages, donc 10 nouveaux. Donc c'est très galère à mettre en place tout ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on n'aura pas dans la saison 4? On n'aura pas... Pardon? Hein? Un poney? Qu'est-ce qu'on sait? Il n'y aura pas de poney, mais c'est marrant parce que là j'ai écouté le mixage de l'épisode 1 et on a toute une scène qui se passe dans un marché et tout, et donc Clément Morin qui est l'ingé son, il aime bien rajouter des trucs en arrière-plan qu'on ne voit pas, et tout d'un coup on a un cheval, on entend des chevaux en arrière-plan, et je fais oh là là. Et en fait ça marche bien, quoi. Donc il y aura peut-être un poney mais sonore, quoi. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas d'autre dans la saison 4? J'espère qu'il n'y aura pas d'embellie. J'espère qu'il n'y aura pas de moment de loose. Il n'y aura pas de fusée? Pas de fusée qui sortent du cul, tu veux dire? Ah, de fusées qui vont... je crois pas, non. Il y a plein de choses qu'il n'y aura pas dans la saison 4. Mais ça, c'est très mal vendre la saison 4 de dire tout ce qu'il n'y aura pas, tu vois. Il n'y aura pas... il y aura des trucs bien. Désolé, hein. Ça semble assez évident. Qu'est-ce que t'aimerais avoir dans la saison 4? Je sais pas. Une explosion. Ok. Pourquoi ça sert à rien de se faire chier avec un scénario hein. Mais putain, mais ouais. Explosion, boum. Quel souvenir. C'est vrai, je sais vraiment rien. Mais... Bah écoute, tu me diras, tu t'en penses. Peut-être des poneys alors. Il y a peut-être vraiment des poneys, il y a c'est peut-être quoi? vraiment des poneys qui explosent. Ah oui, attention. Avec des arcs-en-ciel. Avec des arcs-en-ciel. Ah oui. Ok, bah merci à toi. De rien. Et merci pour ton cosplay. Et on va rejoindre les autres là. En même temps, chaque fois j'invite les gens à venir, je sais pas qu'ils sont en cosplay, ils sont là, ouais, trop bien. Et au bout d'une heure, ils sont là, oh, putain, pourquoi je suis monté. Donc si vous voulez vous asseoir, n'hésitez pas. Hein.
Voilà. Vous voulez faire un solo de guitare et tout est là. On le réserve pour tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes loin, évidemment. Sympa. Merci de penser à tout le monde. Alors voilà, on va se déplacer de toute façon dans 1 heure. Une question ici. Juste une précision, on a aussi avec nous en coulisses Maxime Bender qui est le producteur de la saison 4. Donc si vous avez une question par rapport à l'argent, par rapport à la gestion de production, par rapport à des tableaux Excel, mais aussi par rapport à Ankama en général, et par rapport à la vision d'Ankama sur l'éditeur, n'est-ce pas mademoiselle? Et ben n'hésitez pas à lui poser, il est derrière, il peut monter sur scène si on l'appelle. Il faut vraiment qu'on l'appelle très fort, d'accord? Alors j'ai remarqué que dans la bande-annonce il y avait Benzaï, mais est-ce qu'il y aura d'autres guests? Alors c'est marrant, comme tu es une fille, tu as remarqué qu'il y avait Benzaï, d'autres gens ont vu quelqu'un d'autre, ça montre bien qu'il y a 2 types de publics qu'on va essayer d'atteindre. Alors oui, il y a Benzaï, est-ce que tu as remarqué le premier, le psy, qui était le psy ou pas? C'est Jean Mouranier, voilà, qui... C'est un cri à la fois de jouissance et de surprise. Joueur du grenier? Eh oui. Et oui, il est là-dedans et il est un peu méconnaissable avec son habit de sans ta chemise, des autres chemises, bien pire. Et merci beaucoup à Slim qui m'a beaucoup aidé sur cette scène-là parce que c'était bizarrement, même si c'est une des premières scènes de la saison, on l'a tournée en dernier et on était tous morts et tout et Slim a beaucoup aidé au niveau de la direction d'acteur et tout. Et je pense que ça a été plutôt cool. C'était cool parce que le grenier il avait envie de bien faire, il était un peu stressé parce qu'il sortait de son cadre habituel de vidéo et on a vu qu'il l'avait vraiment pris très à cœur, il se mettait une grosse pression sur le tournage et donc voilà, finalement ça s'est super bien passé, je pense qu'il peut être content du résultat. Très bien. Moi ce qui me fait marrer c'est qu'il a un carnet de notes et en fait il faisait semblant de prendre des notes. Et pendant toute la scène, je le voyais faire ça en prendre des notes, et à un moment je vais le voir pour lui donner une invitation, et je me lâche son carnet de notes, et en fait il y avait tout le texte écrit mais 3 fois en fait. Je me lâche, il écrivait le texte en boucle pour l'avoir par cœur. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions juste derrière? Ils arrivent. Bonjour. Oui. Donc moi j'ai une question, donc dans la première saison en fait il n'y avait pas de filles. Et là depuis, en fait j'ai l'impression que tu m'avais fait C'est sympa pour Justine La Poitiers. Ah merde pardon, désolé. Quand on est là, on la voit pas. En fait. Tu m'excuseras ta... Ah voilà. Et en fait depuis tu mets beaucoup de filles en position de pouvoir, et là particulièrement encore plus, puisque la reine et la comtesse... Est-ce que ça veut dire avec des décolletés, position de pouvoir? Non. Et j'ai une petite question, à part ça qui n'a rien à voir. Ce soir, Doctor Who ou piqûre en barre ce soir? Bah en fait, non, c'est une vraie question, je suis très sérieux là-dessus. Le problème c'est que je dois voir Doctor Who avec quelqu'un d'autre demain. Et j'ai dit écoute, on regarde pas, on regarde ensemble et donc je vais essayer de m'isoler d'internet pour je vais essayer de parler de Doctor Who et de boire pour oublier. Donc voilà quoi, mais j'ai très hâte de voir l'épisode le jour du Docteur, ça va être énorme. Donc, je sais pas si t'as vu les épisodes un peu avant là, les préquels. Bah regarde, c'est vraiment bien quoi. Donc j'ai très hâte de voir ça, mais je pense que je verrai ça demain. Voilà, N'oublie pas de répondre à la question sur les décolletés. Ah oui, par rapport aux décolletés. Oui, donc il y a de plus en plus de filles, oui, qui ont du pouvoir, oui, bah ça c'est je sais pas, pour moi c'est assez important. Souvent les mecs dans la série sont un peu écrasés, sont un peu, ils se la jouent macho, mais en fait ils sont toujours un peu nuls. Donc, et dans la saison 4, il y a vraiment un peu de ça. On a donc 2 nouveaux personnages féminins assez forts, donc à savoir la reine jouée par Fanny Perrault et la baronne jouée par Céline Tran, anciennement connue sous le nom de Katsuni. Et ce sont 2 personnages vraiment très complémentaires. Et j'en suis vraiment très content de ce qu'on a réussi à faire là-dessus. Donc j'ai hâte que vous puissiez voir ça. On a aussi Vanessa qui fait le rôle d'un autre personnage fort, donc, qui est un personnage complètement bourré tout le temps. Donc, c'est une fille avec qui on travaille depuis longtemps sur le Golden Show. Voilà quoi. Et on a aussi donc Isabelle toujours qui va peut-être monter en puissance là, pour le coup dans cette saison, qui sort de son cadre habituel de la part de Raph. Voilà. Donc si vous aimez les filles. Alors, d'autres questions? On a un link juste là. C'est seulement savoir si vous avez eu des couilles pendant le tournage, un truc qui fait bien chier, qui a pu retarder le tournage. Alors on avait masse de couilles, ouais. Alors en fait, on a eu beaucoup de chance, mais vraiment, c'est qu'on était on a filmé à Poitiers, donc en Poitou-Charentes, pas très loin quoi. Et on était dans un cadre qui s'appelle la filature, qui est une ancienne usine de filature,
qui a été repris par un collectif pour en faire un repère d'artistes. Donc c'est un lieu qui était un peu délabré mais qui était en cours de reconstruction. Et on a eu vachement de chance parce que moi j'étais persuadé qu'on allait avoir des morts. Moi je pensais vraiment, c'est un miracle que Florent Dorin soit encore parmi nous. Parce que voilà quoi, j'avais tellement peur que lui et surtout mon frère se perdent et se blessent et se s'empalent sur des trucs chelous et tout. Est-ce que vous pouvez parler du lieu ou pas et dire à quel point c'était à la fois accueillant mais en même temps il fallait faire attention? Bah déjà il fallait partager le lieu avec les chèvres qui vivaient aussi et qui avaient pris possession du truc. Les chèvres qui pouvaient débarquer n'importe où. Voilà, et qui fonçaient dessus parce que t'étais pas chez toi quoi. Et ça c'était un peu flippant. Et elles avaient tendance aussi, tout le premier étage était recouvert de crottins, mais vraiment genre en fait, il y avait 10 cm. plus de crottins que le sol. Le sol paraissait noir avec des taches blanches. Donc pour le chef déco c'était très bien parce que ça donnait un aspect déjà vraiment organique au lieu quoi. C'était vraiment, on sentait que la nature avait repris ses droits quoi, mais ça puait grave. Et puis sinon il y avait un mec qui avait eu la bonne idée de construire un bowl pour le skate. Voilà, un des artistes qui vivait dans le lieu quoi, donc du coup Alex O'Toole, le chef opérateur du film, et moi-même tous les midis après avoir mangé un petit truc à la cantine quoi, on allait faire un peu de skate, donc ça c'était plutôt cool, mais je crois que je te l'ai jamais dit, mais le deuxième jour je me suis pris une vôtre, mais hardcore. J'ai failli tuer un des mecs qui pionçait à côté du bowl. Mon skate a failli arriver à 200 km/h pile dans sa gueule. Et ça, non, mais c'est pas, du coup, c'est pas grave. Parce que non, mais ça dépend qui c'est. Et pendant longtemps, je boitais, je sais pas si t'as vu dans les rushs, mais c'était le personnage en fait. Voilà. Par contre, tu t'es vraiment fait mal les derniers jours, on a fait. Ah ouais, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que ce tournage était quand même assez intense, physiquement. Et à la fin, ouais, je me suis à moitié niqué une espèce de ligament près des couilles là. Et à l'adducteur. Mais c'est flippant quoi. Quand ça t'arrive, tu perds un peu la tête, tu sais plus, tu penses tout de suite aux choses importantes. Et donc du coup, en donnant un coup de poing à un moment comme ça, je suis tombé et vraiment là. Mais au final tout va bien et tout est là, tout est en place, tout est pareil. Voilà. Mais le lieu était vraiment extraordinaire. Ouais, on est vraiment toute la chance, donc personne n'a été blessé à part Florent 2 fois, mais je viens de l'apprendre, enfin une fois j'étais au courant mais pas la première fois. Et sinon, ouais, le dernier truc qu'on a eu comme merde en fait là-bas, mais ça prouve à quel point on a eu de la chance, c'est que donc, on avait installé un compteur électrique pour donner de la puissance pour avoir des projecteurs, etc. Et lors du dernier jour, lors de la dernière scène, il a cramé. C'est vrai qu'au début, la lumière s'éteint, on fait ah, plus de lumière, bon, ok, ils ont tourné dans un bus complètement qu'on a redécoré, et donc on avait la lumière qui venait de l'extérieur et tout, et on voit plus de lumière, on attend, une demi-heure, une heure, toujours pas de lumière, et après t'as le chef électro qui vient nous voir et qui fait c'est brûlé. Et en fait le compteur a brûlé le dernier jour pour la dernière scène, donc et on a dû terminer la journée sans électricité. Et pour une saison comme ça où il y avait quand même pas mal de projecteurs, c'est un peu... on se dit merde, mais on va pouvoir y arriver. Et finalement ça a marché, heureusement, c'était le décor parfait où vous pouvez mettre de la lumière du jour et ça rentrait bien. Et donc en gros on a eu vraiment de la boule. Mais au final on n'a jamais eu à tourner sur un jour qu'on n'avait pas prévu pour rattraper le retard qu'on avait pris quoi. Ouais, on a été assez just là-dessus. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on prenait quelques heures de retard sur les fins de journée parce que c'est vrai que on tournait avec 2 caméras, il y avait beaucoup de lumière et tout, et c'était assez lourd à gérer, il y avait des scènes compliquées au jeu, techniquement aussi, avec les mouvements de caméra, bref, etc. Et ça c'est un peu la première fois que ça nous arrive. C'est vrai que sur le Visiteur on a toujours vraiment respecté les délais, etc. En fait le truc c'est que déjà c'était des journées pratiquement, toutes les journées étaient pratiquement impossibles à finir, il fallait qu'on tourne à 300% et voilà, et donc oui, on dépassait pas tout le temps, je tiens à le dire, mais on se permettait de dépasser pour la simple et bonne raison qu'on avait nulle part où aller après, donc on se dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire, rentrer... Si on était en retard pour l'apéro. On était en retard pour l'apéro, tu vois, mais bon, pourtant l'apéro il n'y a pas d'heure, tu vois. Donc au final on se dit bon bah de toute façon on n'a pas de famille, on n'a personne à qui aller voir, donc autant terminer, et toute l'équipe était d'accord, je n'étais pas obligé en disant vous n'avez pas de vie de toute façon. Donc voilà. C'est vrai ça, Mathéo aussi, mais vous étiez d'accord ou non, plutôt malmené? Il n'avait pas le choix. Mais non, mais sérieusement, Slim m'a dit, il n'a pas de compliment, je peux paraître bizarre, il m'a dit c'est bien, je suis fier de toi, tu dépasses.
Et en fait, c'était parce qu'à l'époque, peut-être surtout sur les opérateurs, on était un peu dans un cadre de production différent, et donc si on terminait pas à 18h pile, et ben après, c'était comme si on avait échoué la journée. Là, on s'est permis de dépasser. Il m'a dit c'est bien, tu fais en sorte de terminer quand tu penses que t'as tout, etc. Quoi. Donc voilà, on a un peu dépassé, mais bon, je pense que ils sont jamais bâclés les dernières heures, et j'espère que vous le verrez au final dans les images de la saison 4. Je pense que jusqu'au bout, à chaque fois, on a essayé de faire le meilleur taf possible. Donc, et surtout qu'on avait des journées très compliquées, parce que des fois on tournait par comédien. Par exemple, quand Mathieu est venu tourner, il a tourné pratiquement 80% de ses scènes dans la même journée. Et donc on devait enchaîner, on ne peut pas se permettre de dépasser parce que le lendemain le décor il était terminé. Et ça qui est stressant en fait, c'est que même si les décors étaient quand même accessibles, ils étaient plus éclairés le lendemain, et donc il fallait qu'on termine quoi qu'il arrive. Et ça demande beaucoup d'organisation. Heureusement Mathieu donne l'exemple du professionnalisme en tant qu'acteur, et voilà, là pour le coup on n'a pas eu de retard parce que c'était juste... Non, on a eu du retard. On a eu grave du retard. C'était un compliment, en fait c'était horrible mec. Mais c'était parce que c'était la journée où je crois qu'on avait 10 pages de scénar à faire. Il faut savoir que normalement une page de scénar c'est 1 minute. Nous en moyenne, dans notre façon de tourner, dans notre équipe, on tourne environ 6 pages, 6-7 pages par jour, et en étant vraiment rincé à la fin. Et là on avait une dizaine de pages, et c'était forcément on avait passé quoi, c'était la thématique. Je rajouterais juste que on a la chance, même avec Ankama et que le groupe qui soit vraiment beaucoup agrandi, en tout cas de mon ressenti à moi, c'est de se retrouver vraiment. Moi j'étais à la colo en fait, comment on se tournage. C'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait les copains, et quand on me disait bon bah là on va prendre 2 heures de retard parce qu'il faut finir, j'ai cool, 2 heures de plus de colo quoi. Donc voilà. Alors on a d'autres questions. Ouais, je vais poser une question un peu différente, mais je voulais juste savoir si ça vous arrivait de prendre des stagiaires sur vos tournages. Prendre. Alors, non, les rumeurs sont fausses. Ça nous arrive, ouais, mais là pour le coup, ce tournage-là, c'était la première fois qu'on avait des stagiaires. On avait des stagiaires images, donc qui venaient d'ici justement, qui venaient de l'école. La prépa de Nantes, comment elle s'appelle hein Ciné-Créatis, absolument, voilà. Donc c'est des anciens de là-bas qui venaient terminer leur année et tout, etc. Donc on a eu 2 stagiaires images de Ciné-Créatis. On a eu un stagiaire qui venait... 2 stagiaires qui venaient de la fac de Poitiers. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on avait envoyé la centrale et le régisseur faire un repérage de stagiaires. Et le but c'était de ne pas dire que c'était des stars futurs pour pas que les gens ils soient motivés pour les mauvaises raisons quoi. On voulait des gens qui soient motivés quoi qu'il arrive et qui disent pas ah ben c'est cool, je vais voir les comédiens. Non, faut être motivé, même si c'est un petit court métrage, faut avoir la même motivation. Et donc ils étaient venus et tout, donc ils ont pris des gens dont je crois qu'ils connaissaient pas la série en fait. En fait la plupart des stagiaires qu'on a vus connaissaient pas la série. Et ils ont appris, ils ont dit mais en fait c'est connu en fait, bah un petit peu ouais. Ah, si mes potes n'avaient pas en parler, ils ont vachement la rage en fait je dessus. Je sais, bah, tu peux en profiter si tu veux quoi. Mais donc, globalement nos stagiaires ne connaissaient pas la série. Et tu es assez gratis. Bah si on tombe dans le coin. Et nous on prend des stagiaires par tournage et on tourne pas tout le temps, c'est là où. Voilà quoi. Mais carrément, pourquoi pas. Mais tu connais la série. Il faudra que tu dises non, tu connais pas la série. Oui, alors moi je suis là, ah. Bonjour. Donc j'ai une question pour Mathieu et Slim. Qu'est-ce que c'est les histoires? Je veux dire les retards sur j'ai jamais suivi un an, je veux bien savoir, mais la saison 2 elle arrive quand? J'apprécie de me faire engueuler. Qu'est-ce que ça fait? Tu veux jouer dedans en plus si j'ai bien compris. Écoute, la saison 2 de Jamais Signé un an, elle fait partie des projets sur lesquels j'ai pris du retard, effectivement, mais que j'ai jamais abandonné complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais en poste dans une boîte en CDI pendant 7 ans, donc tous les jours de la semaine, en gros, j'avais un métier, donc je faisais les visiteurs, les trucs sur mes congés à côté.
Et jamais finalement, je l'ai fait dans ce cadre-là, mais c'était il y a 3 ans, et on n'avait pas beaucoup de projets à côté, donc on pouvait se permettre. Là, c'est plus compliqué à faire, donc je sais quelle charge de travail ça représente de faire une saison entière de jamais suivant, et je sais que je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas le tenir là, comme ça, si on n'a pas de financement ni rien. Donc pour le moment, j'ai cherché pas mal les financements, mais sans image de la saison 2, en fait, c'est assez compliqué à faire. Donc ce que je pense faire, finalement, c'est tourner quoi qu'il arrive le premier épisode, pour relancer vraiment le truc. Donc prendre le temps de bien le faire, et puis à partir de là, voir... Ou tu peux demander à Maxime Bender devant tout le monde et ça l'obligera à... Ou alors je peux demander au producteur du visiteur de produire la saison 2 de Jamais Suivant, effectivement, et de le mettre dans la merde. Ah bah il est parti. Donc voilà où on en est en fait sur cette histoire. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport aux opérateurs. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Alors disons que... Attends, déjà, tu as vu la fin de la saison 1. D'accord. Tu comprends que c'est difficile. Déjà c'est pas gagné de faire une saison 2. Mais disons qu'il y a des envies au niveau de la production de faire une suite. La production n'étant pas forcément le diffuseur, hein. T'as la prod et puis t'as France Télé. Au niveau de la production, il y a une vraie envie de continuer. Donc nous, on a été sollicités pour écrire la suite. On a fait appel à d'autres personnes pour nous aider parce qu'on avait besoin de neurones un peu frais qui avaient plus de recul que nous parce qu'on était un peu bloqués par la fin de la saison 1. Et donc on a commencé à entamer des réflexions sur une trame éventuelle de saison 2. Voilà, donc on avance. On avance, ce qu'on a développé, vraiment, ça peut être vraiment super sympa, ça peut être vraiment cool. Mais comme tu as pu le voir à la fin de la saison 1, qui a vu les opérateurs? Ah ouais. Bon. Qui a compris la fin des opérateurs? Vous avez remarqué que même nous, on n'avait pas levé la main? Ok. Et en fait, ouais, c'est difficile pour nous de rebondir là-dessus, mais on a trouvé un système qui permet que ce soit cohérent et tout. Et d'aller plus loin parce que la difficulté c'est de faire les opérateurs 1.2 quoi. C'est juste la continuité mais il n'y a pas de level up. Et là je pense qu'on a trouvé une idée qui permet d'aller plus loin dans le concept, qui permet de justifier la fin de la saison 1 tout en continuant avec les personnages. Et on croise les doigts pour que ça marche quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions par ici? Ouais, juste là. Alors, dans la saison 2, il y a le docteur Henri Cassapel qui a une moustache. Et dans la saison 4, on voit que le visiteur aussi. Et presque tous les personnages masculins ont voilà. C'est le charisme. Non, la puberté. Donc, ça a mis du temps à arriver. Donc, je suis content de voir ça chez mes amis. Enfin, en toute sexualité. Hein. Et tu verras, en fait, on a fait un graphique entre le nombre de relations sexuelles qu'on avait avec ou sans moustache. Et on a vu que clairement, il fallait une moustache. Et tu toi-même, je t'incite à très vite. À quoi avoir des relations sexuelles avec une moustache. De toute façon, tu parles de ta moustache? C'est compliqué. Une autre question. Merci. On voit que dans la saison 3, lors du dernier épisode, il y a le visiteur du futur qui saute sur pas du tout. Sur le directeur des missionnaires. Pas du tout. Si. Ah non, c'est pas vrai. En arrière-plan. Alors, le visiteur, non, le visiteur, il est avec Henri Castafolt. C'est Raph, oui, Raph, je veux dire. Raph qui saute sur le directeur des missionnaires. Alors, par là-bas, vous aurez la réponse dans la saison 13. De quoi tenir en haleine. Une autre question. Bonjour, moi j'ai une question scénario. Comment fait le visiteur du futur pour recueillir toutes ces informations sur les catastrophes du passé? Comment est-ce qu'il fait pour remonter les chaînes d'événements en fait? Il a des machines, il a surtout le Dr Castafolt qui lui marche le travail et il voyage beaucoup dans le temps, plus qu'on le voit à l'écran quoi. Et donc il est très renseigné. Voilà. Bonjour, tout à l'heure il y a déjà eu une petite question par rapport à Doctor Who, donc je voulais continuer là-dessus. C'est vrai qu'on peut voir pas mal de ressemblances en fait entre le Docteur et les visiteurs du futur, donc du coup je voulais savoir si vous étiez inspiré de... Pas du tout, en fait ça c'est un truc que les gens ne croient pas, mais quand j'ai créé la série, j'avais vu aucun épisode de Doctor Who. Et forcément, à force que les gens en parlent, j'ai commencé à regarder et je suis fan maintenant, mais c'est fait complètement indépendamment
de la série de Doctor Who, quoi. La référence de base pour le personnage du visiteur, c'était pas du tout le Docteur, c'était Kal Reese. Kal Reese de Terminator. Donc le premier Terminator, c'est le mec du futur qui vient dire à la fille suis-moi si tu veux vivre, et qui est un peu torturé parce qu'il vient du futur et tout. Et on a fait ça en mode Florent Dorin, quoi. Donc un peu plus de légèreté. Et c'était ça la référence de base, quoi. Donc tout le monde pense qu'on a mélangé Retour à le futur et Doctor Who. Alors Retour à le futur, je connaissais forcément, mais on n'y a pas trop pensé quand on a fait les premiers épisodes. On a surtout pensé à Kal Reese, qui est le père de John Connor en fait, dans Terminator. Voilà. Et après, vous savez, ce qui se passe dans la tête de Florent, personne ne peut savoir vraiment d'où ça vient, quoi. Donc il y a des choses qui se passent, qui moi-même me surprennent, et je fais ok, on va faire ça, quoi. Toi, tu avais pensé à quoi en fait? Quel était ton processus de base? Essaie de te rappeler de tout premier truc. C'est un peu douloureux parce que c'est un peu comme Heath Ledger, tu vois, quand il a fait le Joker, quoi. Tu sais, je suis allé dans les dark places, quoi, tu vois. Donc là, je préfère, c'est derrière moi maintenant. Je préfère pas. C'est la méthode. C'est l'apocalypse et tout, franchement, mec, c'est chaud. D'accord, ok. Donc t'allais super loin. Faut mieux pas trop en dire tout. Non, mais François, si tu veux, il m'a plus parlé du doc Emmett Brown de Retour vers le futur. Je pense que là, maintenant, ça fait mieux, tu vois, de dire Kyle Reese, tu vois. Non, mais écoute, je dis souvent qu'avec François, ce qui s'est passé quand on a créé le personnage du visiteur, on a essayé de faire en sorte que ce soit un mec chiant qui vienne faire chier un mec qui n'a rien demandé. Donc le premier truc, c'était de faire un gars qui était chiant. Qui était chiant parce qu'il était beaucoup trop énergique, beaucoup trop rapide, beaucoup trop, voilà, beaucoup trop. Comme l'âme trop. Je sais pas si c'est comme l'âme trop. Mais voilà, au fur et à mesure. Pardon, je sais plus ta question, je vais être très honnête, je sais plus ta question. Comme je disais, il faut juste savoir que Flo est arrivé hier déjà à Nantes, donc il a déjà passé une soirée chez vous. Et voilà, je n'en connais même plus maintenant. Pour rien Stevie. Bon, une autre question. Bonjour. Je voulais juste savoir, au niveau de l'ambiance des tournages, etc., c'est toujours la même chose depuis la saison 1 où vous avez juste pris vos caméras comme ça pour tourner un truc entre potes, où ça a vraiment évolué, parce que le fait d'avoir un budget, d'avoir du matériel aussi peut-être plus complexe, etc., une grosse équipe, est-ce que ça change l'ambiance, l'envie de faire le truc Alors oui et non, c'est sûr que ça change le cadre, ça change surtout ce qui se passe en amont du tournage, c'est-à-dire qu'avant c'était genre j'écrivais le scénario le lundi, le dimanche on le tournait, maintenant ça prend 9 mois. Alors au moment où j'ai l'idée, au moment où j'écris, au moment où j'ai cherché les financements, le moment où avec Max on monte l'organisation du tournage, après avec Anaïs on monte jour après jour, qui fait quoi, quel jour, qui vient en train, c'est sûr que c'est moins fun. Mais il y a du fun quand même là-dedans, on s'amuse quand même, et sur le tournage, la principale priorité c'était que sur cette saison, quoi qu'il arrive, on s'amuse, même malgré le travail, et on a la chance, moi j'ai la chance d'être entouré de gens qui sont passionnés par le travail. Ils viennent pas juste là pour boire des bières et manger des chips, quoi. Ils sont vraiment là pour faire le boulot, quoi. Oui, chips, ok, j'ai entendu, ok, super. Ah. Et donc, moi je pense que ça n'a pas trop changé à ce niveau-là, même si ça a beaucoup évolué, il y a plus de pression, mais c'est forcément à eux de le dire, quoi. Moi je trouve juste qu'au niveau de l'ambiance, c'est vraiment la même chose. C'est juste qu'à l'époque, des premières saisons, on avait tendance à comparer les rations de pâtes qu'on avait le midi quand on mangeait, et maintenant on compare la taille de nos caravanes. C'est juste non, dis pas ça, ils vont croire. Non, c'est pas vrai. Non mais c'est sûr que c'est surtout pour François que ça change le plus en fait, parce que nous, on est quand même, du coup, venir en train, machin, tout le monde s'occupe de nous, c'est trop bien. Et on a à peine à apprendre nos textes, je veux dire, on a des répétiteurs et tout, franchement c'est... Non mais c'est vrai que pour toi c'est une structure beaucoup plus lourde à gérer, il y a beaucoup plus de personnes, etc. Mais clairement, même déjà sur la saison 3, les gens qui sont venus dans Kama, je veux dire, tous ont été genre intégrés hyper vite au travail, au projet et tout, et à notre... Enfin,
disons qu'ils sont plus adaptés à nous, à la façon de faire de François et le plaisir qu'on avait à travailler, que nous de dire genre, oh putain, ça y est, maintenant il y a des grands, il y a des gens sérieux qui sont là, tu vois. C'était... D'ailleurs, des gens sérieux, je suis pas sûr, tu vois. N'est-ce pas, Max? Parce qu'on a la chance d'avoir une équipe assez jeune, et Max, qui est censé être notre daron, bah, il a 30 ans, donc ça va, quoi. Donc c'est ça qui est cool, c'est que même si on est encadré par des adultes, finalement, les adultes, c'est des potes. Et, très important, c'est des fans de la série. C'est-à-dire que tout le monde qui a rejoint l'aventure dans le Pankama, le visiteur, aimait vraiment la série, il voulait participer à l'aventure, etc. Parler à Florent Dorin et tout, bon après ça leur est passé, tu vois. Mais à la base, ils étaient vraiment fans de ce qu'on faisait et tout. Et c'est ça qui a permis vraiment à la série de garder le même esprit. Et ça a été vraiment ce que Ankama a voulu vraiment, c'était de continuer ce qu'on avait déjà fait. Et c'est ça, on va dire, l'avantage de travailler 2 ans d'autoproduction et de ne pas être payé, c'est qu'au bout de 2 ans, tu as suffisamment de matière pour que personne ne vienne te faire chier. On te dira, bah non, tu sais faire. Alors que si tu commences un projet depuis zéro, forcément, tout le monde au début veut mettre de l'input, dire non, t'es sûr que tu veux faire comme ça. En fait, depuis 2 ans, on travaillait avec une méthode qui marchait. On nous a dit, bah continuez comme ça. Et c'est nous qui avons imposé le level up au niveau de l'ambition, on va dire, et du côté un peu dark de la série. Et ça a été vraiment un truc qu'on a maîtrisé, nous, de A à Z. Et donc ça, c'est un truc dont je suis plus fier dans la série, c'est que les qualités de la série viennent de nous et les défauts viennent de nous. Ça ne nous aura rien imposé. D'autres questions? Alors, par là, j'arrive après, je vous ai vu au milieu. Je voulais savoir, c'est combien le budget pour la saison 4? Max. Comme par hasard. Il s'est caché. Faut l'appeler très fort, peut-être. Max, viens parler des chiffres, des trucs chiants. Max. On peut l'applaudir. Bonjour, d'où vient la question? Ici. Écoute, on ne communique pas les chiffres sur le budget du visiteur du futur. On peut juste dire qu'on a réussi à se donner une petite trentaine de pourcents de plus que ce qu'on avait sur la saison 3. En fait, on a eu un peu plus la saison 3, mais par rapport à ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de faire le double, quoi. Donc c'est là où, quoi qu'il arrive, il faut savoir sur le visiteur futur, c'est que budget, pas budget, on est toujours en dessous de ce qu'on est, enfin, on a toujours moins que ce qu'on essaye de faire. On va dire que globalement, ce qu'on a fait là sur Néo Versailles, ça aurait dû coûter le double, voire le triple il y a 5 ans. Il y a 3 ans, avec d'autres gens qui auraient voulu le faire, qui avaient une idée, etc., ça aurait coûté le triple, sans tout ce qu'il y avait eu avant. Voilà, donc ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. Voilà. Alors, d'autres questions? J'arrive. C'est marrant, on n'a eu aucune question sur Céline. Bah justement, ah, putain. Alors nous savons tous que Céline est à la retraite de son ancienne profession, et comment vous avez réussi à la convaincre de tourner la série? Ah, donc Céline. Qui connaît Céline? Qui connaît sous son autre nom Katsuni? Ah, ok. Et donc à Nantes, ils sont sages. Pas comme à Poitiers, où il y a vraiment des chiens de la casse là-bas. Donc en fait Céline, je sais pas si vous vous rappelez, avant j'avais fait un sketch show qui s'appelle le Golden Show. Et j'avais réalisé un sketch avec elle qui s'appelle Dans la peau de Katsuni justement. Et c'était la première fois que je la rencontrais, donc c'était assez étrange. Alors, bonjour, ça va, François, Céline, déshabille-toi. Donc forcément, je pense que on était tous les plus gênés de la situation. Mais c'est un sketch, c'était soft, hein, vous pouvez le voir sur internet, qui est montré à Homer, mais c'est la première fois qu'on se rencontrait et après on a discuté, et je fais ouais, je fais cette série, c'est pas le futur futur et tout, elle fait ah ok, je vais regarder. Les gens me disent souvent ça, ouais, je vais regarder, ils regardent jamais. Elle l'a fait, elle me l'a dit, mais genre en direct, ok j'en suis à l'épisode 15, ok j'en suis à l'épisode 22, ok j'entame la saison 2 là, ok j'ai fini la saison 2, ok je joue le temps. Et en gros, elle a tout regardé, donc à l'époque c'était les 2 premières saisons. Et elle était à fond et tout, elle m'a dit ah là mais c'est un rôle pour moi, mais même un zombie qui se fait tuer en arrière-plan, je suis dedans. Et je fais bah non, si je te trouve un rôle, j'essaierai sur un truc un peu mieux. Et j'ai mis du temps à trouver le bon personnage, et en fait en découvrant vraiment la personne, donc Céline, en dehors de son alter ego on va dire du milieu du mix,
Céline, en fait, c'est quelqu'un de très timide, quelqu'un de très gentil, très ouvert, etc. Et limite, un peu nerd. Elle parle que de films coréens chelous, de films de karaté que personne n'a vu. Elle adore les films de genre Greenhouse, Kitsch et tout. Elle adore les films de série Z, etc. Et en fait, elle a un côté un peu geek et tout, et je trouvais très touchant. Elle dit ok, on va utiliser ça et on va le mettre en tant que personnage. Et pour les gens, ça va être genre oh mon dieu, mais ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est bizarrement plus proche d'elle, de sa vraie nature, que de ce que l'image qu'elle peut donner dans votre carrière, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Puis elle a été adorable. Tout le monde était d'accord là-dessus. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de gens. Attention, ce que tu vas dire, Florent, attention. J'avoue juste qu'au début, les gens étaient toujours un peu sur les mecs dans les types. J'étais un peu blagueur. J'étais un peu blagueur, un peu en mode. Des gamins, voilà. Et chaque fois que tout le monde rencontre Céline pour de vrai, tous les mecs font bonjour. Et tout le monde la regarde comme ça, et il y a que les filles qui viennent lui parler salut, ça va bien, ouais, carrément, et tous les mecs sont là genre c'est bizarre. Et donc les gens la ramènent moins quand elle est là. Non, moi je veux juste dire un truc, et c'est pas une connerie, elle était vraiment hyper pro et tout, franchement elle était vraiment exemplaire quoi, elle était super bonne dans son personnage, je l'ai trouvé vraiment remarquable. Gamin, là, putain, mais... Ah les mecs quoi. Putain, on est un autre quoi. Et voilà quoi, elle savait son texte bien mieux que beaucoup d'entre nous. Et non mais moi c'est pareil, Et elle était adorable, donc vraiment merci à elle de s'être autant donné et tout, d'avoir été vraiment à fond dans le truc, franchement. Toi Sim qui a vécu quand même du coup... Attends. Mais ouais, on a juste, on a tourné un bonus qui sera, je pense, disponible sur le DVD. Je vais juste donner le nom du bonus. Je connais pas le nom du bonus, c'est la sextape d'Henri. Ouais. Ils sont choqués. Voilà. Et c'est la meilleure sextape que j'ai jamais vue. Et ma mère adore. Voilà, ce sera dans le bonus, du coup. Attention, il faut juste se connecter à l'iCloud, je précise. Et j'avais juste un dernier truc à dire par rapport à ça, je sais plus. Ouais, donc j'espère que les gens, parce que forcément, sur internet, il y a beaucoup de gens un peu cons qui disent oh il y a Katsuni, super, vous êtes vraiment trop cons les mecs, ok vous les rapissez dans le porno, etc. Et ça me fait chier parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'on a essayé de faire vraiment c'est dans le visiteur quand il arrive, on a toujours pris des comédiens qui venaient de milieux qui n'avaient rien à voir. On a Katsuni, mais on a Benzaï qui est un youtubeur, on a Ludovic qui vient de Paygueule, on a Mathieu qui vient du sport entre autres, on a la directrice, enfin l'assistante de production qui est passée comédienne, on a un chef-op réalisateur de Brainsonic, donc Thibaut Fardot, donc on a toujours eu des gens de milieux très différents et on s'est jamais dit ah lui il vient de là, il a une image qu'on peut pas assumer. Et j'espère que les gens verront ça, quoi. Les gens verront que. Et en plus, elle a un rôle comme les autres, elle fait partie de l'univers du Star Future, c'est pas un guest en mode oh là là, elle est formidable, on joue sur son image, elle fait partie de la troupe. Et ça c'est plus important pour nous, quoi. D'autres questions? Justement, tout à l'heure vous avez dit qu'il va y avoir Benzaï dans la saison 4. Et récemment il a tourné un film, donc le Hard Corner. Et c'est pour savoir s'il y avait des acteurs du Visiteur du Futur dans le film. Il a failli avoir. Il a failli avoir dans le rôle de sa copine. Est-ce que je peux balancer sur Benzaï un petit peu? Ouais, il est pas là de toute façon. En gros, il dit ouais, il me faut une meuf avec des gros seins. Et après il me dit je pourrais prendre Lenny Cherino. Lenny Cherino, des gros seins? Oui, mais depuis qu'il y a des gros seins, elle a des gros seins. Et donc voilà, je fais bah écoute, tu fais comme tu veux. Et Lenny a dit ok, sauf qu'après elle dit mais en fait je suis vraiment enceinte. Elle dit oui. En fait, ça doit être galère en fait pour me déplacer et tout, et elle dit oui, mais finalement elle n'a pas pu le faire. Et donc il y a une autre actrice à gros seins qui remplace Lenny. Je pense qu'elle a d'autres talents. Mais à part ça, non, il n'y a personne de l'équipe. Moi j'ai lu les scénarios, il me les a envoyés très vite, et je trouve ça vraiment super. C'est vraiment très marrant, c'est vraiment
Clerks, de Kevin Smith. C'est un film vraiment, c'est pas un film d'action, il y a un peu de référence, mais c'est vraiment un film sur la vie d'un mec qui essaie de s'en sortir. Et c'est cool de faire ça sur internet, parce que finalement sur internet forcément on a que les films de jeux vidéo, que les films de super-héros et tout. Et là il dit non, je fais un rôle c'est le rôle d'un vendeur de jeux vidéo qui essaie de trouver sa place et tout ça. Et c'est très marrant et j'ai hâte de voir le résultat. Alors, est-ce qu'on a une dernière question? Parce que l'heure tourne, malheureusement. Alors, on va essayer d'arriver. Alors, une question. Juste avant la dernière question, je vous dis à tous, à 15h, nous sommes sur le stand Manga Café, qui est juste derrière là-bas. On est en dédicace, c'est là où vous pouvez avoir tous les produits visiteurs, etc. Donc, on va se voir à ce moment-là. J'espère qu'on aura mangé d'ici là, mais on est à 15h juste derrière, quoi. Donc, Manga Café juste derrière. Bonjour à vous. Salut. Je voulais savoir si François était tout seul à écrire tout le scénario de la saison 4, si ça a été aidé par des personnes qui chantent. Alors, non, oui et non. Enfin, en fait, ce qui se passe maintenant, ce que j'essaie de faire au maximum pour chaque saison ou chaque nouveau projet, c'est que je fais un premier développement et je fais une sorte de passage, de réunion. Il y a forcément Max, qui est producteur, qui est sûrement le premier à dire tout. Mais aussi, j'essaie d'inclure de plus en plus Sim et Flo, il y a aussi Raph, je leur en parle très tôt et à l'étape de synopsis. Le synopsis, c'est des résumés en fait d'épisodes. Et c'est là où on en discute et souvent le scénario il prend une autre forme à ce moment-là. Et il y a eu toute une intrigue liée à Henri par exemple qui a été soufflé en mode blague par Sim, en mode c'est marrant si Henri faisait ça. Et j'ai dit ouais, bien sûr. Et après je fais oh putain, et en fait jamais. Et c'est en parlant ensemble qu'on développe des trucs et tout. Donc même si officiellement c'est moi qui écris, qui fait les dialogues et tout ça, et qui structure au maximum, chaque fois que j'ai un souci ou chaque fois que j'ai une interrogation, je les appelle quoi. Il y a même une fois où j'ai appelé Sim à 23h, je me rappelle j'étais en train d'écrire l'épisode 7 de cette saison. Et dans l'épisode 7 de la saison 4, il y a un événement majeur qui se passe. Et il aurait dû y avoir un autre événement majeur et je me rendais compte que ce deuxième événement majeur était en trop. Et cet événement majeur, je ne peux pas trop en parler, c'est un peu flou, je sais, et c'était un peu la base de la saison 4. C'était le premier truc que je disais, ok, la saison 4, tout tourne autour de cette scène-là. Et tout le monde dit, ok, d'accord. Et là, j'appelle Steve, j'ai un gros problème. La scène qui était censée être le centre de toute la saison 4, et ben en fait, elle marche pas, et elle a plus d'importance à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais et en plus, toi, tu es en train de travailler à Belsonic, tu avais autre chose à faire, donc tu m'as dit, écoute, parlons-en, et on en a parlé pendant 1 heure, et au final, on s'est dit que ça pouvait marcher sans, quoi. On n'a pas vraiment parlé pendant 1 heure. Moi, j'ai posé mon téléphone sur mon bureau, et il s'est fait saisir tout seul. En fait, c'est comme dans la Fashion Hero, t'as bien répondu. Oui, bien sûr. Très bonne idée, François. Très bonne idée. Bien, continue. Ouais, merci, c'est mon meilleur pote. Et en fait, voilà, donc souvent j'ai besoin de leur réaction et même des fois juste leur parler, leur tête me suffit. Enfin, j'ai une idée, c'est ok, on oublie. Tu vois. Et donc en fait, c'est grâce à leur interaction que j'arrive à me surpasser, quoi. Donc voilà en gros comment ça s'est déroulé, sachant qu'en plus après il y a une autre étape quand le scénario est écrit, les dialogues sont écrits, on fait une répète et on essaie de rajouter un peu de blague à ce moment-là. Et même des fois sur le tournage, surtout quand tu tournes avec des improvisateurs de fou comme Simon Astier ou Ludovic, il faut savoir que beaucoup de scènes qui se passent avec Ludovic, Simon Astier et Slim, sur le scénario ça prenait peut-être 3 lignes, et là ça prend à chaque fois, ça a pris des minutes et des minutes d'impro, et on ne sait pas où couper, quoi. Donc c'est un mélange de tout le monde, quoi. J'aurais voulu aussi savoir si tu as eu des influences externes pour créer la saison 4. Externe en termes d'œuvre, en termes d'œuvre. Cette saison 4 va être très claire. Je ne peux pas trop en parler, c'est spoiler. Et très clairement, il y a eu, on va dire, 3 films qui m'ont inspiré. Et donc, mais là, si je le dis, ça va vous spoiler tout le truc. Et je pourrai en parler après. Voilà. Mais j'espère que ce ne sera pas trop visible, quoi, parce que ces 3 films-là ont plus ou moins la même intrigue, donc c'est plus un genre en fait. C'est pas vraiment des films très particuliers qui m'ont inspiré, c'est plus un type d'intrigue. Je sais pas. Alors on a juste une toute dernière question et ensuite on va clôture. Attention, pour ça une très bonne question. La dernière question c'est la meilleure normalement. Voilà, bonjour. Salut. J'ai pas le stress, ça va. C'est pour savoir, tu as parlé tout à l'heure de 10 épisodes, les 10 premiers épisodes. Est-ce qu'il y en aura d'autres
la saison ou non, c'est comme la saison 3, c'est 10 fois 13 minutes. Donc ça fait en tout 2h10 quoi. C'est cette format maintenant qu'on s'est alloué quoi, qui correspond vraiment. Parce que d'un côté, il faut donner de la matière, en même temps on ne peut pas non plus faire 15 000 épisodes, sinon on dilue en fait les moyens. Donc 10 fois 13, c'est ce que je mets bien. Voilà. Merci. Merci à toi. Et normalement, on espère toujours à la fin de la diffusion des 10 épisodes, donc on arrivera vers avril-mai, mais on espère normalement faire comme l'année dernière une tournée des cinémas pour diffuser la saison en entier et donc les 2 derniers épisodes en avant-première. Et on espère, on croise les doigts pour qu'on puisse étendre ça à d'autres villes, dont à Nantes. Quoi. Donc on espère vous voir en mai. En tout cas dans la shortlist des villes sélectionnées, pour l'instant il y a Nantes dans la liste. Et après on va demander des sous, on va dire on peut aller à Nantes s'il vous plaît. Ils sont super sympas les gens là-bas. Donc voilà, donc on essaye que ça se passe bien. Alors voilà, juste pour terminer du coup... t'étais hyper rapide, t'étais là il y a 2 secondes. Et ouais, hop, je me téléporte. Peut-être pas dans le futur, mais on verra. Juste pour terminer, un petit peu savoir à chacun un dernier tour de parole sur quel a été votre ressenti sur la saison 4, voilà, avoir un petit mot de la fin à chacun, que ce soit du côté de la production ou côté des acteurs. Le ressenti, c'est que c'est un énorme défi en fait, un défi pour réunir tout le monde au même endroit, au même moment, avec les plannings de tout le monde, parce que chacun travaille maintenant sur beaucoup de projets. Et une grande joie d'avoir réussi à finir cette saison 4 sans aucun heure et avec un résultat qui est à la hauteur en tout cas pour l'instant de ce qu'on attendait. Moi je dirais que c'est la saison qui m'a le plus marqué en termes de gap par rapport au précédent. On a vu la production déjà sur la saison d'avant, mais là pour la première fois on avait les costumes, les décors, le fait d'être en région, de vivre tous ensemble pendant un mois et de tout faire d'un trait. Et que malgré ça, on en parlait tout à l'heure sur le côté garder l'ambiance du début, comme c'était très codifié, on avait vraiment des plannings très précis, on aurait pu se cantonner chacun à venir au moment où on devait bosser, etc. En fait, très vite on s'est rendu compte qu'on avait envie d'être tous là sur le plateau pour voir les scènes des autres, pour continuer à donner des conseils et indépendamment en fait, même si on tombe pas, on vient quand même toute la journée pour regarder le film et tout. Et donc on a fait une sorte de compromis entre une grosse machine de guerre hyper pro et encore une ambiance de potes moi j'ai adoré la polo. Moi je crois que c'est un des plus beaux trucs que j'ai jamais fait dans ma vie cette saison 4 et effectivement un peu grâce à l'ambiance colo c'est tellement génial de bosser sur un truc où t'as qu'une envie, c'est de te donner à fond parce que le projet est génial et en même temps t'es avec des potes et le soir quand tu rentres t'es avec la même équipe et tu te dis pas genre putain je serais bien rentré chez moi histoire de couper un peu le truc, genre tout le monde arrivait à se détendre, à se faire plaisir, on buvait des coups ensemble et tout, le lendemain on se réveillait aux aurores et c'était pas un problème et franchement je pense qu'on a fait une bonne saison de visiteurs, j'espère probablement la meilleure mais en tout cas professionnellement c'était une expérience extraordinaire. Moi je suis super fier de mon équipe parce que c'est vrai que j'ai tendance un peu à être parano, à picoter, à me dire voilà un mois ensemble, se lever tous les jours hyper tôt, surtout pour Flo qui était peut-être le premier toujours levé, etc. Je me dis voilà il y aura peut-être des accros et tout. Et ce qu'il faut se rendre compte c'est que ce qui était génial c'est que comme on a eu des nouveaux arrivants, le noyau dur du visiteur, donc les acteurs principaux, dont ceux qui sont ici, ont été les plus exemplaires. C'est eux qui ont montré l'exemple aux autres, qui ont montré comment se comporter professionnellement, d'être accessible, d'être toujours en cas de besoin, Slim a cadré plusieurs. Il y a des jours où il m'a sauvé la vie parce que j'avais pas de cadreur. Et Slim qui était en personnage de Test la Faute avec ses lunettes, avec sa blouse, il me dit mec, faut que tu prennes une caméra. Et on dit ok, et il m'a vraiment aidé et tout, parce que je pouvais pas être à 2 caméras en même temps, c'était très difficile. Et donc tout le monde a aidé, tout le monde a fait un coup de main. Et c'est ça qui rend le truc génial, c'est qu'au-delà du côté pro et tout, oui on est produit, c'est qu'on garde le même esprit et moi je suis super fier de mes potes qui m'ont aidé à ce point. D'ailleurs c'est très bizarre pour moi parce qu'on a vécu donc, en gros en tout 5 semaines de tournage intense où il y avait 40 personnes, même des fois 70 personnes quand il y avait des figurants, donc c'était du monde tout le temps. Et là du jour au lendemain, moi je me retrouve tout seul dans ma cave en train de monter les images, en train de monter cet énorme film de vacances et tout. Et c'est très étrange pour moi et c'est vrai que j'ai que des bons souvenirs forcément. Alors forcément des fois c'est difficile mais
Mais voilà, donc maintenant je suis dans un état de solitude complet. Et j'espère que j'ai hâte de vous montrer les épisodes parce que voilà, tout ça, tout ce travail-là de groupe et après un peu de solitude, et ben ça c'est pour vous quoi, c'est pour que vous puissiez kiffer les épisodes et vous soyez là genre ah putain ils ont fait un truc de fou qu'ils n'étaient pas censés faire, et ben ils l'ont fait quand même quoi. Donc j'ai très hâte de vous montrer les épisodes, donc à partir du 19 janvier. Je sais pas si certains d'entre vous seront à Toulouse au TGS, mais je pense pas Toulouse, on parle pas de Toulouse. Mais voilà, j'espère que vous allez kiffer. Donc voilà, on se retrouve à 15h sur le centre de Manger Café. Et n'hésitez pas aussi, le jeu Visiteur Futur, je rappelle, allez sur frenchstart.com ou sur le visiteurfutur.com, il y a l'adresse pour acheter le jeu et s'il marche bien le jeu, il y aura d'autres trucs Visiteur Futur. Donc voilà, on l'a pas fait vraiment pour l'argent, ça a été fait, là ça n'a pas été fait sur mon initiative, c'est vraiment des gens qui m'ont proposé ça pour faire un super jeu, un truc que j'aurais jamais pu faire tout seul, donc ça mérite le coup, et si vous êtes des joueurs de jeux de plateau, allez-y quoi. Allez, on les applaudit très fort. L'équipe du Visiteur du Futur qui sont là, une très belle équipe, une aventure humaine pour une excellente série que vous pouvez retrouver donc dès le 19 janvier, la saison 4. Et si vous voulez encore continuer à échanger avec eux, donc ça se passe sur le stand Manga Café à 15h. Merci beaucoup messieurs, la planète. Merci beaucoup. On les applaudit encore. Ne bougez pas parce que nous on continue ici sur la scène, on va avoir encore une autre conférence, cette fois on change d'univers, on va rentrer dans l'univers de Disgaea, puisqu'on a le mangaka.